sur vos tables. Excellences, chers amis, chers collègues, je m'appelle Bernie Kuyten et au nom de la directrice générale de l'OMC, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la séance d'inauguration du forum public de l'OMC cette année, à savoir le lancement du rapport sur le commerce mondial. Pour m'entendre, je vous le rappelle, vous devez utiliser les écouteurs. Avant de donner la parole à la directrice générale, je voudrais dire deux choses. Chaque année, le forum public bat des records et montre que c'est le forum de commerce le plus important au monde. Plus de 4400 personnes se sont inscrites. 600 intervenants participeront à 139 séances ces 4 jours. Il y a aussi une très belle exposition pour fêter le 60e anniversaire du Centre pour le commerce international. Les chiffres sont une chose. Le forum public est devenu un laboratoire d'idées pour l'innovation, pour le débat. Il suffit de voir la diversité du programme. Lors de la première édition, qui portait le titre de Symposium en 2001, nous ne savions pas comment il allait évoluer. Le forum, à l'heure actuelle, est un hommage aux participants, aux organisateurs, aux nos dirigeants, et nous ne manquons pas d'ambition, car il y aura d'autres éditions. Nous allons lancer le forum public avec le rapport pour le commerce mondial qui montre cette année comment le commerce contribue à l'inclusivité dans l'économie mondiale. Après avoir écouté la directrice générale, Ralph Rossa, l'économiste en chef, présentera ce rapport, puis il y aura une table ronde animée par Peter Vahan de Fortune. Je leur demande de prendre leur place, ce qui est déjà fait. Et je vais maintenant donner la parole à la directrice générale. Well, thank you, Bernie, for... Merci beaucoup, Bernie, de cette présentation. C'est un vrai plaisir pour moi de voir la salle aussi pleine. Bonjour à tous. Bienvenue à ce forum public et à ce qui, je l'espère, sera un événement magnifique autour de ce rapport mondial dont nous sommes si fiers. Avant de commencer, et je suis désolée de commencer sur une note quelque peu triste, c'est le premier événement officiel et je veux l'utiliser, m'en saisir pour dire combien je suis triste que l'un de nos collègues, l'ambassadeur du Pérou, Anna Cecilia Gervasi, nous a quittés il y a quelques jours au Pérou, juste avant son retour à Genève. Je suis très peinée, profondément touchée. Je sais que la plupart de nos collègues, les ambassadeurs, sont aussi très affectés par ce décès. Elle était très présente. Elle a organisé un voyage auquel j'ai pu participer au Pérou, qui a porté de nombreux fruits, avec notamment une réunion avec le président, de nombreuses rencontres. Et nous sommes tous sous le choc. Nous sommes très peinés, très touchés. Donc j'aimerais qu'on se lève pour observer une minute de silence pour Anne. May her soul rest in perfect peace. Qu'elle repose à présent en paix. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai déjà dit, bienvenue à ce forum public. Comme l'a dit Bernie, c'est le plus grand jamais organisé. Et je voudrais commencer en le remerciant, lui, Javier et Ismaël, et toute leur équipe qui ont organisé cet événement. Je tiens aussi à remercier l'équipe qui a mis sur pied le rapport annuel, dont je parlerai un peu plus à la fin. Merci à tous de nous regrouper ici. Si vous n'avez pas encore reçu votre copie, voilà à quoi ça ressemble. Le contenu est magnifique, mais la pochette l'est aussi. Ce nouveau rapport est le rapport phare qui a pour titre « Commerce et inclusion. Comment faire que le commerce fonctionne pour tous ». Cela me tient beaucoup à cœur, car
Une des choses dans laquelle je crois, c'est qu'alors qu'on se penche sur le commerce, il faut reconnaître la façon dont le système commercial mondial change, et que le commerce est maintenant numérique. Il y a les services, c'est plus inclusif, c'est plus vert, mais il faut que ce soit plus inclusif. Donc s'attaquer au sujet de l'inclusivité est un sujet important. Ce document, ce rapport aborde certaines des questions les plus importantes dans le débat commercial pour bon nombre de nos membres. Il se penche sur comment les marchés ouverts, sous-tendus par les règles de l'OMC, ont permis d'accélérer la croissance et le développement et ont pu contribuer à de vraies améliorations dans le bien-être humain. Mais ce rapport se penche aussi sur comment certaines personnes, certains pays ne partagent pas, ne se répartissent pas de façon adéquate ces bénéfices et ce que l'on peut faire au niveau du commerce et des politiques pour améliorer leurs perspectives économiques. Je ne sais pas si nos économistes ont prévu les choses ainsi, mais l'édition de cette année est un quatuor parfait avec les 3 années précédentes. Le rapport de 2021 se penchait sur le rôle du commerce pour encourager la résilience économique et la macro-stabilité dans un monde exposé au choc. En 2022, le rapport a abordé les changements climatiques et comment le commerce et les règles commerciales peuvent nous aider à arriver à des émissions zéro. L'année dernière, le rapport abordait le risque découlant d'une fragmentation économique mondiale dans un objectif de sécurité, durabilité et prospérité partagée. Et on se concentre à présent sur l'inclusion. Il y a 4 réaffirmation, à savoir que le commerce fait partie de la solution pour répondre aux grands problèmes que rencontre le monde. Si on tourne le dos à la coopération en matière commerciale, comme le demandent de nombreuses personnes, les vies des personnes, leurs moyens de survie en subiront les conséquences, ainsi que la santé de notre planète qui en souffrira lourdement. Cette année, nous fêtons le 30e anniversaire de la création de l'OMC à la fin du cycle d'Uruguay et le 80e anniversaire des accords de Bretton Woods, dont l'OMC est un des fruits. Et je tiens à souligner cela. Donc, on dit que on regarde ce rapport se penche sur ces 30 années d'expérience et les conclusions sont claires. Et je vais le citer. Jamais par le passé, les conditions de vie et les perspectives de vie d'un si grand nombre de personnes n'ont changé de façon aussi importante en quelques décennies. Entre 1995 et 2023, les revenus par habitant mondiaux se sont ajustés en fonction de l'inflation, se sont accrus d'environ 65%. En moyenne, les revenus par habitant des économies à revenus faibles et intermédiaires ont été multipliés par 3. L'écart entre les pays pauvres s'est réduit avec les pays plus riches. Ces 30 années avant la Covid ont été décrits comme la période d'or de l'histoire pour le développement économique et ceci restera dans l'histoire. La part des personnes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires vivant en situation d'extrême pauvreté s'est effondrée de 40% entre 1995 et l'heure actuelle pour n'atteindre que 11% à l'heure actuelle en 2022. Certaines personnes pensent que ceci ne porte que sur la Chine, mais ce n'est pas le cas. Si vous pensez que ce n'est que la Chine, réfléchissez-y à 2 fois. Car si on enlève la Chine de l'équation, la baisse de la pauvreté est passée de 36% en 1996 à 14% en 2022. Donc l'effet a été ressenti dans un très grand nombre de pays en développement. Les réformes des politiques commerciales ont engendré des vrais bénéfices en matière de croissance, comme le montre le rapport. La réduction des coûts commerciaux a accru le PIB de 6,8% entre 1995 et 2020 et de 33% pour les économies à revenus faibles. Cependant, de nombreux pays pauvres, tout particulièrement en Afrique, en Amérique latine et dans le Moyen-Orient, sont toujours sur la brèche du commerce, sur le bord du commerce, restés à la marge. Ils étaient en retard, même avant la pandémie de la Covid-19. Et dans certains pays riches, certaines personnes se sentent laissées de côté par la mondialisation et sont frustrées d'avoir un retour de bâton du commerce international, ce qui n'est souvent pas mérité d'ailleurs. Le rapport met en lumière les obstacles qui ont fait que des individus, des entreprises, des économies n'ont pas pu capitaliser sur le commerce international. Ces obstacles vont des coûts commerciaux très élevés qui sont des contraintes pour que les pays puissent avoir accès aux marchés étrangers,
les intrants à très bas prix, et ça va jusqu'à la mobilité, des problèmes de mobilité et des frictions dans le transfert d'informations, des déséquilibres au niveau des qualifications et un manque d'accès à la finance, entre autres. Il faut un meilleur commerce, un commerce plus efficace. C'est la bonne voie pour que les personnes qui se trouvent à la marge de l'économie mondiale puissent revenir au centre de cette économie mondiale. Mais le rapport montre aussi clairement que les politiques commerciales seules ne seront pas suffisantes pour atteindre cet objectif. Des politiques nationales complémentaires sont nécessaires pour que le commerce et l'économie en général puissent fonctionner pour tous. Vous êtes tous ici pour entendre notre chef économiste, Ralph Ossa, et Peter Van Ham, pas pour m'écouter moi. Donc il me reste à vous remercier tous, vous qui avez travaillé sur le rapport annuel, sous l'égide de Roberta Piermartini. Êtes-vous là, Roberta? Levez-vous, s'il vous plaît. Et José Antonio Monteiro, où êtes-vous, José? Levez-vous, levez-vous, ne soyez pas timide. Ne laissez pas ceux qui n'ont pas fait grand-chose obtenir les lauriers. Donc il était temps de vous montrer au grand jour. Voilà, il me reste maintenant à me taire et vous laisser écouter Ralph et Peter. Well, we adjust lectern. Let me just. Nous allons ajuster la tribune, je crois, mais en attendant, je vais vous montrer le rapport. Non, je vais commencer. Bien. Bonjour, merci beaucoup Madame la Directrice Générale. Comme vous l'avez dit, rendre le commerce plus inclusif est une des grandes priorités pour les membres de l'OMC. Leur objectif est de s'assurer que les commerces soient au bénéfice de plus d'économies, plus de personnes, avec la vision qui est articulée dans le texte fondateur de l'accord de Marrakech. Le 30e anniversaire de cet accord nous donne une possibilité de passer en revue les progrès, de voir les tendances actuelles et d'identifier la voie dans laquelle s'engager pour que le commerce fonctionne pour tous. Et c'est exactement ce que le rapport sur le commerce de cette année vise à faire. Il vise à répondre à 3 questions principales. Comment est-ce que l'on peut faire que le commerce fonctionne pour plus d'économies? Comment est-ce que le commerce peut fonctionner pour plus de personnes? Et comment est-ce que l'OMC peut nous permettre d'atteindre ces objectifs? Le rapport arrive à 3 conclusions principales. Tout d'abord, le commerce a un vrai historique de moteur d'inclusivité. Deuxièmement, malgré le succès, trop d'économies, trop de personnes restent de côté, à la marge. Et troisièmement, réduire cet écart demande une stratégie globale qui intègre un commerce ouvert avec des politiques nationales complémentaires et qui encourage à la fois la coopération internationale. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne. Ça semble un peu étrange d'avoir le micro aussi loin, mais ça fonctionne. Pour l'OMC, ceci suggère de se concentrer sur la cohérence politique. Les difficultés, le mix de difficultés et de commerce que nous rencontrons aujourd'hui, lié au changement climatique, à la transformation numérique et aux tensions géopolitiques, demande à l'OMC d'avoir une nouvelle approche pour s'assurer que les politiques commerciales soient efficacement intégrées dans un cadre politique national et international. Regardons d'abord la première conclusion de ce rapport. Le commerce a été un moteur puissant d'inclusivité. Depuis la création de l'OMC il y a 30 ans, l'écart économique de revenus entre les économies s'est réduit. Depuis 1995, le revenu par habitant des pays à revenus faibles et intermédiaires a été multiplié par 3. Alors que le revenu par habitant s'est accru de 65%. Cette convergence, ce processus de convergence s'est ralenti avec la pandémie. Et nous le savons, cette pandémie a frappé plus lourdement les économies les plus fortes, les plus pauvres. La corrélation entre la vitesse de convergence et leur participation au commerce est choquante en termes chiffrés et en termes financiers. Il semblerait que c'est plus qu'une corrélation. Les analyses, les simulations faites suggèrent que la réduction de coûts entre 1995 et 2020 engendrait
une convergence des revenus plus rapide de 20 à 35% pour les économies à revenus faibles et intermédiaires. Les conclusions montrent aussi qu'il y a des preuves chiffrées qui montrent donc que les réformes commerciales dans les économies en développement ont accru la croissance économique de 1 à 1,5%. Les preuves montrent que ceci est positif pour les membres de l'OMC. Les dernières études montrent que le commerce que ceci a encouragé le commerce entre les membres en moyenne de 140%, ce qui encourage donc, ceci est sous-tendu par des règles ouvertes, lisibles et prévisibles. Ceci suggère qu'il y a des analyses économétriques qui suggèrent que les économies qui ont une accession rigoureuse, des négociations d'accession rigoureuses se sont accrues de 1,5% plus rapidement que pendant leur période d'accession que les gouvernements qui n'ont pas suivi ce processus. Ceci améliore la vie de centaines de personnes. La part des personnes qui vivent en situation de pauvreté extrême dans les pays à revenus faibles à intermédiaires s'est effondrée de 40% à 11% en 1995, alors que la part du commerce dans le PIB de ces économies est passée de 16 à 32%. Ceci réduit la malnutrition, la mortalité des enfants et ceci améliore l'accès à l'éducation, soins de santé et électricité. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les inégalités de revenus dans les économies n'ont pas augmenté en moyenne ces dernières 30 années. L'indice Gini moyen, qui mesure les inégalités dans différentes économies, a même légèrement baissé pendant cette période. Par ailleurs, les inégalités de revenus ne sont que faiblement liées à la liberté commerciale et même un peu plus bas dans les économies plus ouvertes. Ce qui correspond à la théorie économique qui considère que le commerce fait des gagnants et des perdants, mais n'accroît pas les inégalités de revenus. La concurrence à l'importation dans les pays industrialisés est considérée comme entraînant des pertes, mais ce sont plutôt des gains. Aux États-Unis, certaines régions manufacturières ont connu des déclins après une augmentation du commerce avec la Chine, mais d'autres secteurs tels que l'agriculture et les services ont connu l'inverse. En Allemagne, des secteurs comme les textiles ont perdu des emplois, mais d'autres, l'automobile, ont connu une croissance grâce à une augmentation du commerce avec la Chine et l'Europe de l'Est. Aborder l'inclusivité dans les économies correspond avant tout au gouvernement. Mais les membres de l'OMC collaborent de plus en plus dans ce domaine, notamment dans le groupe de travail informel sur les micro, petites et moyennes entreprises et celui sur le commerce et le genre. Par ailleurs, la réduction de la pauvreté, l'autonomisation économique des femmes et la participation des MPME sont de plus en plus intégrées dans les initiatives techniques de renforcement de capacités telles que l'aide pour le commerce, le cadre intégré renforcé et le Fonds pour le développement des normes du commerce. Deuxième sujet important du rapport, il y a encore trop d'économies et de personnes qui sont laissées de côté. La convergence des revenus et l'intégration économique mondiale ont été inégales. Certaines économies restent à la traîne. Entre 1996 et 2021, un tiers des économies à revenus médians bas, représentant 13% de la population mondiale, ont progressé plus lentement que des économies à haut revenu en moyenne en raison d'une divergence plutôt qu'une convergence. Il s'agit surtout d'économies d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes et du Moyen-Orient. Par ailleurs, certaines économies convergentes rattrapent le retard lentement. Si elles évoluaient au même rythme que les 30 dernières années, un tiers des économies convergentes à faible revenu n'atteindrait pas le statut de revenu médian dans les 30 ans à venir. Chaque économie divergente a ses caractéristiques, mais on peut les classer en deux catégories. 3/4 d'entre elles ont une participation au commerce inférieure à la moyenne de leur groupe de revenus. L'autre quart participe beaucoup au commerce, mais surtout en exportant des produits de base. Le rapport identifie la faible participation au commerce et la grande dépendance sur les produits de base comme des facteurs importants de divergence. Ces économies reçoivent aussi beaucoup moins d'EID que leurs pairs, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la participation au commerce et la diversification sont souvent liées aux activités de production des multinationales. Les coûts élevés du commerce sont un facteur important qui explique la
faible participation au commerce de certaines économies divergentes. L'indice des coûts du commerce de l'OMC, qui mesure les difficultés qui restent dans le commerce international par rapport au commerce national, montre que les coûts commerciaux sont beaucoup plus élevés dans les pays à revenus faibles, médians, surtout dans le secteur manufacturier et les services. Cette disparité est particulièrement marquée pour les PMA, où les coûts commerciaux sont supérieurs de 47% dans le secteur manufacturier et 50% des services par rapport aux pays à revenus élevés. L'Afrique et le Moyen-Orient ont d'autres défis de coûts commerciaux élevés au sein de leur région. Les politiques commerciales sont un facteur important de coûts commerciaux élevés. Les économies plus pauvres ont souvent des coûts élevés pour utiliser les préférences commerciales étrangères ou pour se conformer aux normes étrangères et ont tendance à imposer des droits de douane élevés et à moins appliquer la facilitation des échanges. Toutefois, les politiques nationales complémentaires sont aussi importantes. Les infrastructures sous-développées, des services d'électricité et de télécommunications inefficaces et la faible application des contrats sont des obstacles au commerce. Les économies riches en ressources ont parfois du mal à se diversifier par rapport à l'exportation des produits de base. C'est ce qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est le cas lorsque les exportations prospèrent et qu'il est difficile d'établir des secteurs manufacturiers ou agricoles compétitifs. Les obstacles aux EID, les restrictions explicites ne font qu'accélérer ces difficultés. L'augmentation des droits de douane dans les marchés d'exportation, ainsi que les hausses de droits de douane entre matières premières et biens semi-transformés peuvent empêcher les économies en développement de se diversifier. Il y a trop d'économies qui sont laissées de côté, trop de personnes. On s'intéresse surtout aux inégalités au sein des pays qui, en dépit d'une faible baisse ces 30 dernières années, restent élevés en termes absolus. Par exemple, le coefficient Gini moyen aujourd'hui est proche de celui des années 1900. Et les 1% qui gagnent le plus dans toutes les économies reçoivent toujours en moyenne 15,8% de l'ensemble des revenus. On comprend que les discussions sur le commerce et l'inclusion portent sur le commerce et les inégalités. Mais nous le savons, l'intégration commerciale n'est pas étroitement liée aux inégalités. Elle augmente les inégalités dans certaines économies et dans d'autres les réduit. Pour mieux voir comment sont répartis les gains du commerce, nous savons que le commerce fait des gagnants et des perdants, comme tout changement économique. Mais les problèmes, lorsque les pertes sont très concentrées, même si les gains en réalité sont supérieurs. Un aspect souvent ignoré des bienfaits du commerce sont les avantages pour le consommateur dus à la baisse des prix et davantage de variétés de produits. Les recherches montrent que cela est surtout profitable aux ménages modestes qui dépensent plus pour l'alimentation. Mais ces avantages ne percolent pas à tous les consommateurs, souvent parce qu'il y a un manque de compétition dans la distribution qui accapare les excédents ou les bénéfices dus à la chute des prix. Les avantages aux consommateurs viennent de gains de productivité lorsque les travailleurs, les capitaux vont vers des secteurs, des entreprises ou des régions plus productifs pour mettre à profit les avantages comparatifs et les économies d'échelle. Par ailleurs, les entreprises moins productives perdent ainsi des ressources en raison de la concurrence des importations. On en parle beaucoup dans le débat public, mais il faut replacer cela dans son contexte. D'après les calculs de l'OMC, sur la base statistique OCDE, moins de 2% de la population est affectée par la concurrence des importations dans les 14 économies les plus peuplées. L'impact net du commerce sur les travailleurs est le résultat de la concurrence des importations, de l'accès à des intrants étrangers moins chers et des opportunités d'exportation. Ces trois facteurs ont des impacts différents sur le secteur, sur la région et peuvent avoir différents impacts potentiels. Par exemple, un travailleur dans une région compétitive au niveau des importations peut être employé par une grande société d'exportation qui achète des intrants à l'étranger et cela peut compenser les inconvénients. L'impact multiple du commerce sur les travailleurs signifie que ces impacts varient d'une économie à l'autre et même d'un travailleur à l'autre. Il est difficile de généraliser, de dire qui gagne et qui perd, mais il y a une chose qui est claire.
Le protectionnisme n'est pas une politique efficace pour protéger les travailleurs, car il y a parfois des conséquences non désirées. Par exemple, la hausse des droits de douane peut protéger des emplois dans certains secteurs, mais cela peut mettre en péril d'autres dans des secteurs qui ont besoin d'intrants intermédiaires ou qui sont orientés sur l'exportation. Par ailleurs, ces droits de douane sont un impôt régressif qui affecte surtout les plus pauvres. Ce qui fait obstacle à une bonne répartition des bienfaits du commerce sont les obstacles qui empêchent les travailleurs de saisir de nouvelles opportunités. Les coûts de changement d'un secteur ou d'un métier après un choc commercial peuvent être très élevés. Ces coûts sont élevés partout, mais ils le sont surtout dans les économies en développement, puisqu'en moyenne, ils sont 33% supérieurs à ce qu'ils sont dans les économies à haut revenu. Le rapport examine ces obstacles, montrant que la plupart proviennent de politiques nationales plutôt que des politiques commerciales. Parmi les obstacles, accès limité à l'éducation, marché des capitaux sous-développé, trop de réglementation sur le marché du travail, secteur informel important. On voit que ces obstacles affectent surtout 4 catégories de personnes: les femmes, les MPME, les travailleurs peu qualifiés et les habitants des régions isolées. Notre analyse montre ceci. Moins de commerce ne favorise pas l'inclusion, mais le commerce à lui seul non plus. La vraie inclusion nécessite une stratégie globale qui intègre un commerce libre et des politiques nationales qui le favorisent, ainsi qu'une coopération internationale efficace. Et c'est important. Pour l'OMC, la priorité à l'heure actuelle de maintenir un système commercial multilatéral ouvert, prévisible, non discriminatoire, chose de plus en plus difficile à faire. Il faut rétablir le fonctionnement d'un système de règlement différent accessible, objectif auquel œuvrent les membres de l'OMC. Mais le rapport montre aussi qu'il faut travailler à la cohérence des politiques. Les défis complexes qui se multiplient, changement climatique, transformation numérique, tensions géopolitiques, nécessitent une approche au niveau de l'OMC, mais ajoutée à d'autres choses, avec la collaboration au sein des organisations internationales pour que les politiques soient bien intégrées avec les cadres politiques nationaux. Le commerce numérique, par exemple, a un potentiel énorme, non seulement pour les économies moins intégrées, mais aussi pour les MPME et pour les femmes. Mais ces opportunités ne peuvent se concrétiser qu'avec les bons investissements complémentaires dans l'éducation, dans l'infrastructure numérique. Les initiatives internationales qui mettent à profit l'expertise des organisations internationales peuvent jouer un rôle catalyseur pour un commerce numérique plus inclusif. Le rapport identifie 3 domaines dans lesquels l'OMC peut contribuer à ce que davantage d'économies et de personnes profitent du commerce. Tout d'abord, la coopération dans la mise en œuvre des accords de l'OMC. Pour cela, il faut soutenir la mise en œuvre des engagements existants, tels que ceux de l'accord de facilitation des échanges, qui aideraient les PMA et les MPME pour le commerce. Il faut aussi trouver le bon point d'équilibre entre les engagements et les flexibilités lorsqu'on invoque le traitement spécial et différencié, sachant que les deux sont essentiels pour pouvoir profiter des bienfaits du commerce. Il faut actualiser les règles pour tenir compte du fait que l'avenir du commerce est dans les services et numérique et vert. Les membres de l'OMC ont déjà beaucoup évolué dans ce sens avec des accords sur la réglementation intérieure des services, la facilitation de l'investissement pour le développement, le commerce électronique et les subventions à la pêche. Mais il y a beaucoup de secteurs des services qui connaissent encore d'importantes restrictions. Les économies à faible revenu participent peu au commerce numérique et les politiques environnementales liées au commerce sont peu coordonnées. Il faut aussi améliorer le partage d'informations. Partager l'information, les bonnes pratiques, recueillir les statistiques, les analyser peut aider à mettre en œuvre les accords de l'OMC de façon plus inclusive. Mais cette approche n'est efficace que si l'OMC elle-même reste inclusive. Les membres s'efforcent d'améliorer la participation des pays les moins avancés dans les activités de l'OMC, dans le cadre d'initiatives de réforme. D'autres efforts sont faits pour une plus grande implication des groupes vulnérables dans les discussions à l'OMC grâce à des plateformes telles que le Forum public.
Pour terminer, je reprends les 3 conclusions principales du rapport. D'abord, le commerce a prouvé qu'il est facteur d'inclusion. Deuxièmement, en dépit de leur succès, il y a encore trop d'économies et de personnes qui restent à la traîne. Et ensuite, combler ce gouffre nécessite une stratégie complète qui intègre la liberté de commerce, les politiques nationales complémentaires et qui favorise une plus grande coopération internationale. Merci de votre attention. Je remercie toute l'équipe d'avoir contribué à la préparation de cet excellent rapport. Well, thank you. And it's now my pleasure to Merci. Et à présent, je vais modérer une brève discussion avec Ralph et avec vous tous pour les 25-30 minutes à venir. Je sais que Ralph est très allemand dans son approche, donc il aimerait qu'on respecte le temps. Nous verrons si nous y arrivons. Et quelques notes quant à comment nous allons faire cela. Tout d'abord, nous allons essayer de respecter le temps, en effet. Deuxièmement, je tiens à dire que j'ai adoré. Je ne suis jamais allée dans une réunion avec autant de monde et où autant de monde dans la salle sont aussi attentifs, aussi silencieux. C'est magnifique. On a essayé de garder, continuer sans être lancé. Et troisièmement, c'est très important pour nous deux. Ralph et moi-même avons fait un pari. Et le pari, c'est permis d'ailleurs dans les règles de l'OMC, pas sûr. Le pari est le suivant. Lorsque je donne la parole à la salle, j'ai dit que j'étais sûre que toute personne qui se leverait allait poser une question brève et ciblée. Et Ralph a dit non, sûrement pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se lever, poser des questions et faire une longue déclaration sans vraiment poser de questions. Donc, essayez de m'aider à gagner ce pari quand on passera à la phase questions-réponses. Je suis donc Peter Van Ham. Je suis directeur éditorial de Fortune et auteur de plusieurs livres. J'ai déjà eu le plaisir de vous parler du dernier, mais le précédent était sur la mondialisation. Donc, c'est avec plaisir que je participerai à cette discussion. Rapport très intéressant, je tiens à le dire. J'ai lu plusieurs livres sur la mondialisation. Je tiens à dire que votre rapport, pratiquement, à la lettre près, est une copie du titre du livre de Joseph Globen. Et est-ce que vous êtes fan de l'école économique de Joseph Stiglitz? Très bonne question d'ouverture, Peter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on est tous préoccupés par l'inclusivité. On veut tous que le commerce fonctionne pour tout le monde, que l'économie fonctionne pour tous. Ma préoccupation première est que de plus en plus, les gens voient que le commerce fait partie du problème quand on parle d'un monde inclusif, d'un monde durable, d'un monde sûr. Et ce que l'on essaie de faire, et ce rapport, et comme l'a dit la directrice générale, les rapports précédents le faisaient aussi, on essaie de changer la rhétorique. On essaie de dire que le commerce peut faire partie de la solution et pas du problème s'il est bien géré et complété par les politiques nationales adaptées. Je prends des notes parce que je suis journaliste. Vous l'avez dit par le passé, et la directrice générale l'a dit, le commerce fait partie de la solution. Et le protectionnisme n'en fait pas partie. Vous répétez ce mantra aussi. Moins de commerce ne fera pas la promotion de plus d'inclusivité et le commerce ne le fera pas à lui seul non plus. Donc essayez de nous en dire un peu plus de cette phrase qui se répète, et notamment dans le contexte du monde extérieur. Parce qu'ici, nous sommes tous dans ce magnifique bâtiment, mais je ne peux pas ouvrir un journal à l'heure actuelle sans voir un nouveau droit de douane qui est appliqué par un membre de l'OMC à un autre membre de l'OMC. Est-ce que ceci n'est pas frustrant pour vous alors que vous avez les données qui montrent que le commerce fait partie de la solution? Alors, très clairement, la mondialisation est sous pression, le système commercial multilatéral est sous pression. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de dire ceci aussi clairement que possible. En bout de course, on pense que mettre les preuves sur la table, mettre les chiffres sur la table est important parce que, en fin de compte, je ne pense pas que qui que ce soit opposé au fait de rendre le monde plus inclusif ou plus sûr. Je suis simplement convaincu, moi, que le commerce fait partie de la solution. Ce n'est pas simplement un slogan. Si on regarde au cours des 30 dernières années, depuis 30 années de vie de l'OMC, il y a des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. En conséquence,
de l'amélioration des règles commerciales de nombreux pays. Et il n'y a pas de corrélation claire entre les inégalités et l'ouverture. Est-ce que ça veut dire que c'est la seule solution? Eh bien non. On ne dit pas qu'il faut simplement libéraliser le commerce et toutes les choses seront magnifiques et merveilleuses à l'avenir. Mais non, il faut que ça fasse partie d'un ensemble de solutions. J'entends l'exaspération dans votre voix. Vous avez tous les chiffres, vous avez toutes les données. Et je vais le répéter. J'espère que j'ai bien noté les choses. Corrigez-moi si je me trompe. La pauvreté, vous avez dit, a baissé de 40%. La pauvreté extrême a baissé de 40% entre les années 90 et elle est de 11% aujourd'hui. La directrice générale a dit que même en excluant la Chine, cette baisse est à peu près la même. Il y a une corrélation avec le commerce. Parce que dans les marchés émergents, la part du commerce dans le PIB a été multipliée par 2 pour passer de 16 à 32%. Et ce qui est encore plus marquant, je ne sais pas si vous avez tous bien noté ce chiffre, mais il n'y a pas de corrélation claire entre les inégalités et le commerce, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on ne voit pas du tout comment plus de commerce générerait plus d'inégalités. Il n'y a pas cette corrélation, elle n'existe pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, parfois, ça génère de la confusion, parce qu'il est vrai que le commerce génère des gagnants et des perdants dans une économie. Mais ça n'augmente pas les inégalités. La raison est simplement que dans certains contextes, c'est parfois les personnes qui sont déjà les plus fortunées qui utilisent au mieux le commerce. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ce sont ceux, au contraire, qui sont les plus pauvres qui l'utilisent mieux. Prévoir qui va être gagnant, qui va être perdant, c'est complexe, c'est difficile. Ça dépend de beaucoup de choses. L'entreprise pour laquelle vous travaillez, quels sont les intrants qu'utilise cette entreprise, quelles sont vos qualifications. Donc, en fin de compte, plutôt que d'essayer de cimenter des structures industrielles figées, il faut apporter de la flexibilité et nous aider à aller vers de nouvelles opportunités. Ce qui n'est pas simplement positif pour absorber les chocs économiques, mais pour tout autre choc. Parce que s'il y a quelque chose de très clair, c'est qu'il y a de nombreuses dynamiques économiques qui génèrent des gagnants et des perdants. Et en matière de commerce, ça fâche beaucoup de monde. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire contre, mais je dis qu'il ne faut pas simplement se concentrer là-dessus. Il faut mettre en place un cadre économique, un cadre politique qui permette aux personnes de répondre à ces changements, ces mondes en évolution et plein de changements. Oui, alors je pense que c'est un message qui est sans aucun doute plus dur à faire entendre à certains publics. Quand j'ai fait des recherches pour mon dernier livre, je me suis rendue dans certains endroits du Midwest américain. Et je tiens à dire que je ne crois pas que la salle serait aussi silencieuse là-bas qu'ici lorsque vous faites des déclarations de cette nature. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de votre travail que de réfléchir sur quelles sont les mesures qui devraient être mises en place dans des situations où il y a clairement des perdants, y compris de la mondialisation commerciale? Oui, alors, en effet, c'est quelque chose que l'on reconnaît. C'est absolument pas quelque chose que l'on ignore. On ne prétend pas que le commerce ne génère aucune interruption ou déséquilibre. Ce n'est pas le cas du tout. Mais j'ai deux choses à dire là-dessus. Tout d'abord, notre boîte à outils est déjà dotée de nombreux outils à disposition des pays pour qu'ils peuvent utiliser s'ils se rendent compte qu'il y a des augmentations d'importation, s'ils sont exposés à des situations de pratiques commerciales injustes ou de dumping. Il y a un certain nombre d'outils qu'ils peuvent utiliser pour gérer cette transition. Mais ce sur quoi se concentre le rapport, c'est qu'on a vraiment besoin de politiques nationales, internes. Et c'est une combinaison de ces politiques nationales avec le fait de s'assurer que les personnes ont les bonnes formations pour utiliser ces outils. Il faut que les marchés des capitaux soient suffisamment larges pour que les gens ne se retrouvent pas bloqués quelque part avec un emprunt qu'ils ne peuvent pas assumer et soient forcés à se déplacer. Il faut s'assurer... Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et nous avons passé le point qui était par le passé, où on se disait qu'il y avait une recette qui marchait pour tout, aller privatiser ou stabiliser. Non, il n'y a pas une solution. Il faut regarder la situation. Mais ce que l'on sait, c'est que sans commerce ouvert, ça ne fonctionnera pas. Autre partie de l'équation dont on a parlé aussi, c'est dans les données.
Et dans les expériences vécues, on a tous entendu parler d'expériences de personnes qui ont tiré bénéfice du commerce. Je fais partie des gens qui se sont rendus dans ces endroits-là, Indonésie par exemple, où on se rend compte que le pays progresse, avance des endroits en Afrique de l'Est, par exemple l'Éthiopie, où on voit des pays qui sont vraiment sur un tremplin en termes d'ouverture au monde. Et il y a d'autres endroits comme ça dans le monde. Et on se rend compte dans la vie des personnes dans ces pays-là, ils ont parfois l'impression que l'OMC est au service de maîtres différents finalement. Par le passé, vous étiez au service de l'économie occidentale, les économies développées. Aujourd'hui, vous êtes plus en accord et tendez plus l'oreille à ces nouveaux pays. Alors, ce qui est très bon pour nous, c'est que nous sommes l'Organisation mondiale du commerce. On répond à 166 membres. Et je tiens à dire que c'est quelque chose de notoire pour ce pays. Je ne suis pas ici pour cette organisation. Je ne suis pas ici depuis si longtemps que ça, mais on a le point de vue de tous les pays du monde venant avec des morphologies très différentes. Ça nous permet d'entendre donc différents points de vue et les membres, on s'en rend compte, peuvent se réunir, progresser, avancer. Comme je l'ai dit dans mes propos d'ouverture, nous avons progressé. Les membres ont progressé autour d'accords, des accords multilatéraux. Imaginez la difficulté qu'il y a à tomber sur un dénominateur commun entre autant de pays. C'est difficile, c'est frustrant, mais je pense que c'est important, car on ne peut pas se permettre plus de fragmentation dans ce monde si on veut relever ces défis dont on a parlé. Oui, j'entends bien la combinaison de confiance en vos conclusions, et j'ai entendu aussi la confiance de la directrice générale. On est sûr de ces chiffres. Cependant, vous êtes encore à la recherche de quelque chose. Est-ce que vous avez parfois l'impression, ou est-ce que vous pourriez nous dire comment vous pensez que l'OMC peut améliorer les règles du jeu dans le monde, en sachant que dans de nombreux cas, le commerce à lui seul n'est pas suffisant et doit être complété par des stratégies globales et des politiques nationales? Est-ce que l'OMC peut jouer ce rôle, faire du conseil sur les politiques nationales? Est-ce qu'il doit jouer ce rôle? Est-ce qu'il a la capacité de faire cela? Alors, faire du conseil, je ne suis pas sûre. Mais s'il y a quelque chose que l'on souligne dans ce rapport, c'est que le partage d'informations est quelque chose de très important. Ça semble parfois être une approche tout en douceur, peut-être trop en douceur, mais on se rend compte, on l'a vu ici, que cela fonctionne. Des plus grands succès de l'OMC, par exemple, c'est le comité sur les obstacles techniques au commerce. Les membres se réunissent et partagent des informations sur les réglementations qu'ils s'apprêtent à mettre en vigueur pour qu'elles génèrent moins de restrictions au commerce que possible. Ça fonctionne. L'OMC est très clair là-dessus. Bien entendu, nous n'allons pas rentrer dans un pays et leur dire quelle est la politique commerciale à adopter. Ce n'est absolument pas la prérogative de l'OMC. Mais nous travaillons sur le partage d'informations, ce qui fonctionne chez moi, ce qui ne fonctionne pas chez d'autres. C'est très utile. Ça permet aux pays d'apprendre les uns des autres et on se rend compte que ceci est un vrai moteur. Ça existe, ça se fait déjà. Et puis il y a une approche plus traditionnelle. Le rapport conclut aussi que les accords fonctionnent et prendre des engagements aide à mettre en œuvre tout ceci. Donc la mise en œuvre des accords déjà obtenus est importante. Autre élément souligné dans le rapport, et je suis sûr que vous l'avez lu de bout en bout tous, c'est qu'il y a eu une augmentation récente des accords commerciaux sectoriels qui parlent d'inclusion et qui en parlent spécifiquement, qui disent qu'il faut s'assurer que l'accord commercial sera au bénéfice des deux pays concernés ou du nombre de pays concernés par l'accord. Est-ce que vous avez des preuves qui montrent que inclure un chapitre de cette nature améliore les résultats en termes de limitation des inégalités? Oui, en effet, on le dit dans le rapport. Pour montrer, parce qu'il y a de plus en plus donc une prise en considération de l'inclusivité, c'est quelque chose que l'on dit ici aussi à l'OMC. Il y a un groupe sur l'inclusivité des MPME, beaucoup de travail est fait là-dessus, et ça c'est quelque chose qui est en cours. Je ne suis pas sûre que dans le rapport, nous avons suffisamment de preuves pour montrer quelle est la politique qui fonctionne le mieux, mais finalement, ce n'est
pas l'objectif, car on n'essaie pas de dire rendons l'OMC plus inclusif et puis le travail sera fait. Ce que l'on essaie de faire, c'est faisons ce qui est dans notre mesure ici et essayons de nous assurer aussi que ce sera complété par les politiques nationales. Parce que l'OMC à elle seule n'arrivera pas à résoudre le problème de l'inclusion. Il faut aussi travailler au niveau des pays. Oui, oui, j'ai bien reçu ce message-là, en effet. Dernière question peut-être. Votre rapport aborde plusieurs sujets sur lesquels il se concentre. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur l'inclusion, les inégalités. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler de ces 3 sujets qui sont cruciaux pour générer une approche globale? Et je pense que c'est l'éducation, politique commerciale et politique de la concurrence. C'est bien ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de ces politiques? J'espère que je n'ai rien oublié. Alors, ça dépend. Ça dépend si vous essayez d'aider des économies qui ne tirent pas suffisamment bénéfice du commerce international. Alors, dans ce cas-là, il faut vraiment réduire les coûts commerciaux d'une part et d'autre part, aider ces économies à trouver des façons de diversifier leurs économies. Et dans les 2 cas, il y a des solutions de politique commerciale. Si vous avez des droits de douane, vous êtes exposé à des droits de douane très élevés, alors il y a des solutions. Ça n'aidera pas. En tout cas, c'est un des facteurs. D'autre part, si vous n'avez pas de route qui vous amène jusqu'au port, eh bien, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, je pense que ça, c'est les inégalités dans les pays, donc les coûts du commerce et les infrastructures au niveau national. Comment aider les personnes à se rapprocher des opportunités? Eh bien, l'éducation, c'est sans aucun doute la clé de voûte. Et avoir un marché, des réglementations du marché du travail porteuses est aussi utile. On ne peut pas avoir un marché du travail très flexible et que ça va être la solution absolue. Ça ne l'est pas. Mais il faut aussi avoir un bon filet de sécurité sociale, par exemple, qui permette aux travailleurs de prendre des risques, par exemple. J'ai constaté que l'esprit qui règne ici s'étend, puisque ces locaux abritaient l'Organisation internationale du travail par le passé. Donc, on parle encore beaucoup de travail. Pour moi, c'est nouveau à l'OMC. Et pour terminer, vous connaissez certainement Richard Baldwin, économiste, qui est basé à Lausanne désormais. Il parle de la mondialisation par rapport à la technologie. Vous avez évoqué le commerce numérique, mais ce qui m'intéresse dans ces recherches, c'est qu'elles semblent montrer que pour parvenir à une situation plus favorable en termes d'inégalité, cela dépend beaucoup de l'époque technologique que nous vivons. Et peut-être que nous vivons à l'heure actuelle une époque technologique qui n'est pas favorable à plus d'égalité. Est-ce que cela ressort de vos recherches? Je voudrais tout d'abord dire que nous partageons l'avis de Richard Baldwin. L'avenir du commerce est dans le numérique, notamment les services. C'est un élément si important du commerce international, 8% en moyenne depuis 2005. Et cela recèle d'énormes opportunités, tant pour les personnes que pour les économies qui ont été laissées de côté. Mais pour mobiliser cela, il faut effectivement le bon logiciel. Il faut les bonnes règles, mais il faut aussi les bonnes infrastructures. En Afrique, une personne sur 3 n'a toujours pas accès à Internet. Et le commerce numérique reste une solution inaccessible. Bien sûr, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de la révolution numérique, l'impact de l'IA. Et nous nous penchons sur le sujet. Nous allons préparer un rapport sur le commerce et l'IA. Nous sommes en train d'y travailler, d'y réfléchir, parce que ce n'est pas si simple de le savoir. Alors, j'aimerais maintenant ouvrir la discussion à l'auditoire pour que vous puissiez poser des questions. Et n'oubliez pas que c'est un moment crucial de cet échange. Si vous avez une question, veuillez lever la main, vous présenter, puis poser votre question. J'essaie de vous repérer dans la salle. J'ai un peu de mal, mais je vois une main se lever. N'oubliez pas d'enclencher votre micro. Merci. Wen Kukwaji, professeur de commerce international à l'université de Beijing. Je voudrais tout d'abord féliciter l'OMC d'avoir publié ce rapport.
Je partage les conclusions, mais j'aimerais savoir quel est le meilleur usage qu'on puisse faire de ce rapport. Comme l'a dit la directrice générale, dans ses rapports annuels de l'OMC, ces dernières années, on a évoqué les défis rencontrés par le système commercial multilatéral. Mais nous voyons que ces problèmes ne se sont pas atténués récemment et les actes de certains membres aggravent même la situation. J'aimerais savoir ce que prévoit l'OMC pour que ce rapport soit vraiment mis à profit, pour que ces conclusions, à savoir que le commerce est la solution, soient reprises, notamment par ceux qui ont la capacité de déterminer les politiques commerciales. Nous avons bien compris votre question. Comment l'OMC peut-elle mieux faire usage de ce rapport? J'essaie évidemment d'avoir le dessus en tant qu'animateur, car on peut toujours peser sur le résultat. Alors, comment mieux utiliser les conclusions de ce rapport? Très bonne question, question importante, mais question qui va au-delà de notre travail à la section économique. Nous fournissons les informations, les données, et c'est ensuite aux membres de décider de l'usage qu'ils en font. Nous présentons évidemment tout cela aux membres et nous sommes prêts à participer à toutes sortes de discussions au sein des différents comités si les membres le souhaitent, mais au final, c'est aux membres de prendre ce type de décision. Ce que nous essayons de faire, c'est de diffuser le message. Hier, nous avons eu une conférence de presse avec différents organes de presse pour diffuser le message et pour essayer de convaincre le plus grand nombre que le commerce est la solution. Autre question. Pensez-vous avoir été entendu dans ces séances d'information? Oui, nous avons d'excellentes discussions avec les États membres. Voilà, très bonne réponse. Autre question. Merci. Je viens de Bahreïn. Je n'ai pas une question. Ah, donc, dit l'animateur, vous vous opposez à moi. Pourriez-vous ne pas dépasser 30 minutes? 30 secondes, je vous prie. Alors, les pays en développement sont très endettés. Le fardeau de la dette est très lourd. Pour profiter du commerce, il faut beaucoup investir dans les infrastructures. Qui va les aider à faire cela? Merci. Excellente question. Et c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels nous mettons l'accent dans le rapport. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple. Je parlais des difficultés pour le commerce numérique. Il faut le bon logiciel, il faut aussi les bonnes infrastructures. Ça rejoint votre question. Nous travaillons notamment avec la Banque mondiale dans un projet sur le commerce numérique pour l'Afrique. Notre rôle consistant à aider sur l'aspect logiciel, tandis que la Banque mondiale, elle, aide surtout sur l'aspect infrastructure. Voilà justement le type de collaboration qu'il faut pour y arriver. Ce sont donc les institutions de Bretton Woods, dans ce cas, qui doivent venir collaborer avec vous pour être efficace. L'idée de départ de la conférence de Bretton Woods, c'était que la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce avaient l'idée de la nécessité d'une cohérence politique. Et nous avons pour mandat d'ailleurs de coopérer avec ces institutions justement pour ces raisons-là. Deux dernières questions de l'auditoire. Je vais essayer de passer à une autre partie de la salle. Merci. Pouvez-vous vous présenter, je vous prie? Paul Rubik,
du Comité économique et social de l'Union européenne. Et je m'intéresse aux questions de politique de la concurrence, facilitation des échanges et protection des investissements. Comment mieux progresser dans ces domaines? Je peux vous répondre rapidement. Là encore, c'est aux membres qu'il faut poser la question, mais il y a un souhait de travailler davantage à ces questions. La facilitation des échanges, elle est un dossier très réussi. La facilitation d'investissement pour le développement, la régulation intérieure des services, tout cela vise à faciliter les échanges. Même chose pour la protection des investissements, mais aussi la facilitation des investissements. Les questions de Singapour. Thank you so much. And there was a gentleman over there. Yeah, in the back. Go ahead. We can't yet hear you. Je suis M. Blaise Mambou. Je viens de la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour. Je suis de l'Assemblée provinciale du Congo central. J'aimerais savoir ceci. Qui est-ce que l'OMS prévoit, l'OMC, pardon. C'est un peu plus loin, l'OMS. L'OMC. Il peut aider les opérateurs économiques africains d'atteindre des bonnes règles, afin de mieux s'adapter dans le commerce numérique, car cela nécessite un bon logiciel, comme vous l'avez dit, et de bonnes infrastructures. Alors, nous souhaiterons qu'à la fin de ces forums, de prendre en compte cet élément, car ça nécessite vraiment que nous atteignions ce niveau au niveau de l'Afrique. Nous souffrons avec ce genre de commerce. Voilà un peu. Merci beaucoup. And so this, of course, about... Bon, il y a là l'aspect numérique du commerce. On ne peut pas y parvenir si on n'a pas les infrastructures. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut le logiciel et il faut le matériel, le concret. Et il faut que les deux se coordonnent. Comme je l'ai dit, nous avons ce projet avec la Banque mondiale. C'est un projet pilote sur le commerce numérique pour l'Afrique où nous essayons justement de coordonner ces deux aspects. Certains de nos membres ont d'ailleurs réussi à stabiliser un texte sur les questions de commerce électronique sur certains éléments de ce logiciel, mais il est évident qu'il faut faire davantage. Nous sommes tous convaincus que l'avenir du commerce, il est numérique, il est dans les services et il est vert. Et nous voulons que les pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu tirer un profit suffisant de la mondialisation puissent se joindre à ces tendances. Merci, Ralph. Nous sommes parvenus au terme de cette discussion. Je vais vous poser une dernière question. Un message à retenir. Vous avez déjà dit pas mal de choses importantes, mais s'il y avait une seule chose à retenir, quelle serait-elle? Eh bien, je répète ce leitmotiv, on ne le répétera jamais assez. Le commerce fait partie de la solution, il peut faire partie de la solution. Travaillons ensemble pour que ce soit ainsi. Merci beaucoup, merci à tous.
Imagine a world where everyone has an equal opportunity to thrive. A world where every woman and every man, every child can dream and achieve. Imagine a future where no one is left behind. Achieving gender equality and reducing disparities are key to a brighter, more inclusive future for us all. And trade must play its part. When we break down barriers and create